Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre, chers téléspectateurs. Le temps de cette émission qui vous propose de suivre l'actualité de la comédie française. Ce soir, au menu, une création, Sans famille, d'après le roman d'Hector Malot, une adaptation pensée pour le théâtre du Vieux Colombier par Léna Bréban. Bonsoir, metteur en scène et auteur en duo avec Alexandre Zambo de cette adaptation. Et puis à vos côtés, Véronique Vella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrée toute jeune, je me disais, dans la troupe à la fin des années 80. Vous êtes 479e sociétaire. Ouais, je suis rentrée, dans la troupe, j'avais 22 ans. Dans la périphérie de la troupe, comme figurante, j'avais 21 ans. Ouais. Incroyable, ouais. Toute jeune. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là pour évoquer cette aventure, parce que c'est vrai que Sans famille, c'est un roman initiatique, un roman d'aventure aussi. L'adapter est quand même un défi, et puis le jouer en ces temps de pandémie est carrément un exploit. Donc, merci beaucoup d'être là. On va plonger dans l'aventure, mais peut-être en tout premier lieu, vous demander à vous, Léna, pourquoi ce texte ? Pourquoi ce texte ? En fait, moi, c'est une de mes premières grandes émotions d'enfant, ce texte. Il y avait tout ce que j'aimais à l'époque. Ça racontait l'histoire d'un enfant qui vivait des aventures qui me faisaient rêver. Il était artiste, j'avais déjà envie d'être artiste. Il vivait avec des animaux, je trouvais ça fabuleux. Et puis, je trouvais ça absolument génial d'être artiste et d'aller de ville en ville comme ça à pied. À l'époque, je trouvais ça extraordinaire. Maintenant, on me dirait tu pars en tournée à pied, j'aimerais moins. Mais je trouvais ça fabuleux. Et puis aussi la première grande émotion de tristesse, et c'était la première fois que je lisais un livre où les choses se déroulaient pas forcément en happy end, où il y avait des grandes émotions. Et ça m'a beaucoup plu. J'avais un souvenir extrêmement fort, et quand j'ai proposé ça, et je suis très heureuse de le faire et d'avoir mon Rémi. Oui, exactement. Vous campez Rémi. Et je me demandais comment on restait connecté comme ça à ces émotions d'enfant. Est-ce que c'est facile de les garder actuelles? Vous, c'est ce souvenir de lecture quand vous avez je sais pas quel âge vous aviez. Je pense que j'avais 9 ans. Je pense que j'avais 9 ans parce que l'été d'après, je suis partie en stage en roulotte, justement. Stage de cirque en roulotte. Mais et c'est intéressant puisque c'est une vraie question qu'on s'est posée pendant la répétition et qu'on se pose. Moi, je pense que chez les gens et chez les acteurs en particulier, mais chez tout le monde, il y a un enfant vraiment fortement, et que c'est pas très éloigné. Il suffit juste de désabler un petit peu, et puis on retrouve l'enfant qu'on était avec ses passions, ses terreurs, et de son énergie d'enfant. Et du coup, je pense que c'est pas si éloigné. Moi, je me sens pas très éloignée de l'enfant que j'étais. Je sais pas pour toi, mais. Et vous alors ? Je crois que je crois qu'être acteur, c'est rester relativement proche de l'enfant qui est en soi. C'est le convoquer quand même régulièrement. C'est convoquer suivant les rôles plusieurs de ses facettes, parce que l'enfance, je le dirais infiniment moins bien que Colette. Il aurait fallu que je révise avant et que je retrouve cette phrase. Colette, dans peut-être Les Vrilles de la Vigne, je crois, elle disait que la mémoire de l'adulte par l'enfance de bolduc, de choses embellies, joyeuses, et elle disait si un enfant avait accès à sa mémoire brute, alors peut-être il trouverait des choses bien plus sombres, bien plus dark que ce qu'il a embelli ensuite à l'âge adulte. Convoquer l'enfance, c'est pas seulement convoquer de la joie, du sucre d'orge, du sucré, du clair. Il suffit d'ailleurs d'avoir un enfant pour prendre la mesure de ce que c'est, par exemple, les chagrins d'enfants qui rendent souvent les adultes désemparés, démunis, d'ailleurs désemparés, parce qu'on a le sentiment que c'est des chagrins inextinguibles qui passeront jamais. Et travailler des rôles, quels qu'ils soient, d'ailleurs, je trouve que c'est convoquer l'enfant. C'est convoquer l'enfance et c'est convoquer son propre enfant à soi. Vous aviez des souvenirs de la lecture de Sans famille? C'est aussi une lecture qui vous avait marqué, que vous avez lu? J'ai des souvenirs de l'âge adulte, parce que je l'ai pas lu enfant, je l'ai lu après.
et j'en avais un chouette souvenir, comme d'un livre que j'avais vraiment bien aimé lire, chouettement aimé lire. Mais j'ai pas de souvenir d'enfant relié à ça. Je l'ai lu, j'étais grande déjà, j'étais adulte. Ouais. Donc peut-être moins que Léna aussi se choque, parce que c'est vrai que quand on lit enfant, on a quand même des grands désespoirs. Ouais. C'est Vitalis. La mort de Jolicoeur. Et Jolicoeur. La mort de Jolicoeur. Moi, j'en revenais pas. Je me suis dit, il a pas osé. Je me souviens vraiment me dire, mais il va revivre, il va, je sais pas. J'espérais. Et non, en fait, il meurt. Ouais. C'est affreux, vraiment. Mais en même temps, c'est ce qui fait la préciosité, en tout cas, ouais, je sais pas, c'est ce qui fait qu'on l'adore tellement et que c'est si beau et qu'après on se dit, bah tiens, j'ai un chat, je vais l'aimer très fort parce que peut-être qu'il va mourir. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui aide à accepter les choses de la vie, je trouve, dans ce roman. Il y a tout un travail d'adaptation parce que voilà, c'est un roman. Alors en ce moment, c'est drôle d'ailleurs parce que au français, il y a l'adaptation des démons. C'est un roman aussi, et ici l'adaptation de Sans famille. C'est un travail d'ailleurs que vous aussi vous avez fait d'adapter des textes, Véronique. Oui, enfin en l'occurrence comment dire, les nouvelles de Marcel Aimé, par exemple. Exactement, mais de pas les adapter à l'horizontale sur le papier, de les adapter à la verticale sur le plateau, puisque le cahier des charges des 2 spectacles que j'ai mis en scène au Studio Théâtre sur les contes de Marcel Aimé, le cahier des charges, c'était de ne pas avoir le droit de toucher à une virgule du texte. Il fallait donc qu'il soit tel quel au plateau. Et le travail d'adaptation, il a été à cet endroit-là et non pas sur le papier. La verticalité. Voilà, c'est juste à cet endroit-là que c'est différent, mais c'est un travail d'adaptation, évidemment. Ouais. Et alors, comment vous y êtes prise, vous? Alors nous, déjà avec un complice, avec Alexandre, oui, Alexandre Zambo, bien sûr. Et du coup, il était un peu étonné quand je lui ai dit c'est ça qu'on va adapter parce que c'est d'énormes trucs. En fait, nous, on procède toujours de la même manière. On lit chacun de notre côté, on choisit quel morceau nous a plu, ce qui nous a plu dans l'histoire. En général, c'est les mêmes. C'est très rare qu'il y ait des choses divergentes. Et puis ensuite, on s'attelle, ça fait vraiment des travails d'écolier. En plus, on découpe avec des ciseaux et tout. On découpe les bouts, on colle sur des cahiers. Et ensuite, il y a une phase où on arrête de bosser et on essaye d'oublier finalement l'écriture et on essaye de dialoguer avec notre propre écriture à nous. C'est-à-dire à un moment il faut trahir pour pouvoir adapter. En tout cas, contrairement au cahier des charges dont parlait Véro là sur Marcel Aimé, nous vous étiez libre. Voilà, on était libre et du coup c'était de se dire, moi j'avais dans la tête de me dire ok, on monte Sans famille, c'est très dur, c'est très sombre, mais moi je veux que ce soit une comédie. Il faut que ce soit très drôle. Je veux des acteurs, je veux des acteurs vraiment drôles, je savais, qui savent prendre en charge le burlesque, qui ont une énergie comme ça de comédie, et que dans l'écriture, il y ait cette chose-là. Donc c'est très important, absolument essentiel qu'on alterne des scènes drôles et des scènes tragiques, quoi. Donc voilà, on s'est attelé, après c'est scène par scène, à un moment on s'est même demandé si Mathia allait pas être une fille, une petite chose comme ça. Comment on parle des animaux. Alors ça, c'est aussi un autre défi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui n'ont pas lu Sans famille. Il y a évidemment des personnages qui sont très importants, qui sont les animaux, qui font partie de cette troupe ambulante, donc de Vitalis, parce que on n'a pas du tout raconté l'histoire. Voilà, c'est l'histoire de ce petit garçon, Rémi, sans famille, et qui se retrouve finalement à accompagner, louer, il se retrouve loué, ouais, c'est ça. Alors, racontez-le mieux que moi. Non, donc c'est Véro qui interprète le personnage de Rémi, qui est avec sa mère Barberin, il va très bien, il est très heureux avec sa mère adoptive dont il pense que c'est sa vraie mère, et puis un jour il découvre que c'est sa mère adoptive, et il est loué à un artiste ambulant comme ça, qui lui est avec ses chiens. Normalement dans le roman il y a 3 chiens, nous évidemment on a réduit à 1, mais c'est un personnage essentiel qui est Capi, et Jolicoeur, donc le petit singe. Et donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les figure par des comédiens ou... Alors tout de suite, après c'était une intuition. Je savais que je voulais pas qu'ils aient la même valeur. Il me semblait que le chien était tellement important. La première nuit, c'est un des moments que j'aime beaucoup dans le spectacle. La première nuit, c'est dans le roman, c'est tellement beau. Il dit
dit que le chien sent la terreur. Justement, tu parlais des choses sombres. Il y a, évidemment que c'est des terreurs d'enfance. Et le chien vient mettre sa patte sur Rémi. Et il le dit très très bien dans le roman. Il dit qu'il s'est senti apaisé, et je trouvais ça magnifique. Voilà, c'est vraiment son compagnon de route, silencieux certes, mais tellement au fond parlant. Oui, et puis pour le coup, je veux pas faire de l'antispécisme, mais pour le coup, il faut avoir un chien dans sa vie à soi pour avoir la certitude immédiate que Hector Malo, il avait pas du tout fumé la moquette en écrivant ça. Moi, j'ai un toutou qui m'accompagne depuis bientôt 5 ans, qui me réchauffe quand j'ai froid, qui me lèche les yeux quand je pleure, qui m'a tenue éveillée un jour où je me sentais pas bien chez moi seule, où j'ai failli tomber dans les pommes, et où j'ai eu ce petit chien qui avait même pas 1 an, qui s'est abattu sur moi pendant 20 minutes juste pour que je tombe pas dans les pommes, qui a eu l'instinct de ça, quoi, qui a jamais arrêté de me mordiller les cheveux, de me lécher les cheveux, de me piétiner les seins pour que je reste réveillée, quoi. Et oui, pour moi, qui suis une mère à chien, elle est très parlante, cette relation chez Malo entre Capi et ce petit garçon. Et alors, qui est votre Capi? C'est Bakary Sangaré. J'ai un grand Capi. Dans la vie, j'ai un petit chien, mais sur le plateau, j'ai un grand chien. C'est un grand Capi. Après, c'est des histoires d'énergie. J'avais très envie que justement ce chien ait quelque chose de rassurant. Et moi, j'ai toujours trouvé que Bakary, il avait quelque chose comme ça de physiquement. Enfin, je sais pas, il est très majestueux et tout. Il a un truc il a une énergie très différente justement. Voilà, il y avait quelque chose comme ça que je trouvais assez apaisant, rassurant, enveloppant. Ouais, et puis il a quelque chose je me disais qu'il fallait quelqu'un qui soit très fort en silence, en fait, qui dégage quelque chose. Dans le regard. Avec juste un regard, voilà. Et c'est pas simple du tout comme partition, mais c'est une partition qui est essentielle, qui était essentielle à distribuer. Évidemment, le singe, c'est différent, Joli Cœur, voilà. C'est encore différent. Mais on s'est inspiré du chien de Véro à plusieurs reprises. Elle a dit, mais moi, mon chien, il chante. Je dis, attends, c'est génial, mon chien chante, mon chien parle, mon chien fait toutes sortes de bruits, mon chien vocalise infiniment plus que les aboiements. Mais quand on se penche un peu là-dessus, c'est vrai, hein, les premiers chiens étaient bien moins bavards. Oui. Les premiers chiens n'avaient pas acquis cette capacité à froncer ici, qui a été acquise au fil des siècles, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une manière de communiquer, absolument, une manière de communiquer humaine. Donc ils se sont dit, on va essayer de communiquer mieux avec ceux avec qui on a décidé de cohabiter. Donc petit à petit, génétiquement, ça s'est modifié. Incroyable. Et ils ont la possibilité de vous faire fondre juste en vous faisant leur regard de chapeauté, comme ça. Et Capi et Joli Cœur, oui, enfin, Léna en parlera mieux, comment elle a traité ce petit... Oui, c'est différent, c'est-à-dire je voulais que le chien soit effectivement un personnage physiquement rassurant et un compagnon comme ça, voilà, très fort, hein. Et le singe, évidemment, moi c'était, je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, je me rappelle d'avoir vu, on voyait à l'époque des singes, des fois des gens qui montraient des singes, je me disais mais si je pouvais avoir un singe, et du coup quand même le fait qu'il soit petit, je trouvais ça important. Oui. Et puis que, je sais pas, j'avais cette intuition qu'il fallait que ce soit une marionnette, qu'il puisse se mettre un peu sur tout le monde. Bon, alors, c'est une autre... Après, on se dit, ouais, ce serait super que ce soit une marionnette. Alors, attends, si c'est une marionnette, ça veut dire qu'il faut un manipulateur. S'il faut un manipulateur, il faut quelqu'un qui apprenne à manipuler. Bon, voilà, mais c'est super. Et c'est Jean Chevalier qui a appris à manipuler. Christian Eck, lui, a... C'est ça, parce que dans la troupe, quand on a vu, par exemple, Un milieu sous les mers, etc., voilà, il y a toute cette... C'est joli, d'ailleurs, parce que c'est cette idée de la transmission ça, je trouve ça génial, qui est aussi dans Sans famille. Bien complètement, absolument. Ouais. Donc là, il y a une sorte de mise en abîme. Ouais. Et puis même, des fois, moi, quand je t'entends dire, maintenant, il y a des mises en abîme comme ça sur la troupe, moi, qui me parlent beaucoup, c'est quelque chose que j'adore, et je trouve que, voilà, leur rapport à chacun aussi, dans la troupe, le fait que Christian, effectivement, ait filé un coup de main pour la marionnette et tout, c'est rigolo, le fait de voir Véronique jouer avec Jean, il y a des choses, c'est assez touchant parce qu'il y a des mises en abîme aussi comme ça sur le théâtre.
Et alors vous, on l'a compris, mais vous jouez ce Rémi, donc vous jouez un enfant. Alors vous nous avez dit être connecté comme ça avec l'enfant, ça fait partie évidemment de la vie de l'acteur. Mais quand même, quels sont les... est-ce que ça a été important qu'il ait son costume, par exemple, pour le sentir, pour le faire bouger, cet enfant? Comment vous l'avez trouvé, votre Rémi? D'abord, main dans la main avec Léna, parce que moi, j'envisage jamais de faire les choses toute seule de mon côté. Maintenant, je crois que... Oui, alors c'est vrai, le costume a été important, la silhouette a été importante. Je me souviens très bien de cette première répète où Alice Touvet, la costumière, nous a montré les dessins qu'elle avait fait des costumes que j'avais trouvé absolument magnifiques pour tout le monde. Et je m'étais dit que si avec les vrais matériaux, les vrais tissus, on arrivait à retrouver cette silhouette qu'elle avait peinte de manière assez exceptionnelle, j'allais sans doute me sentir bien dedans. Ensuite, moi, je crois que quel que soit le rôle, enfant ou adulte, homme ou femme, c'était Vitesse qui disait le théâtre, c'est le seul art, il n'y en a pas d'autre, c'est le seul art où une femme peut jouer un homme peut jouer une femme, un vieux peut jouer un jeune peut jouer un vieux, un noir peut jouer un blanc peut jouer un noir. Et j'aime bien, quand je suis au bord de jouer un petit garçon de 8 ans, me rappeler cette phrase de mon maître, Antoine Vitesse, ça me rassure. Non, ensuite, je crois que quel que soit le rôle, je crois que chaque acteur, en plus de travailler ce personnage-là, et puis ensuite cet autre, et puis ensuite cet autre, parce qu'à la Comédie Française, on a la chance de travailler beaucoup. Je pense que chaque acteur, il a dans son, si je file cette métaphore-là, je crois qu'il a dans sa table de nuit, dans le tiroir de sa table de nuit, un petit, je sais pas comment dire, un petit ouvrage au crochet, qui est son petit travail à lui, qui doit continuer tout le temps de rôle en rôle, soit apprendre à faire du crochet avec plusieurs laines, soit apprendre un nouveau point qu'il connaît pas, soit apprendre à faire des points plus rectilignes, soit apprendre à faire des points moins rectilignes, plus lâches. Et pour le coup, ça c'est une chose personnelle, intime. Moi, de rôle en rôle, j'essaye tous les soirs de reprendre ce petit carré au crochet et de continuer point par point à travailler intimement, pas seulement à travailler pour tel personnage ou pour tel autre, voilà. Ensuite, Léna, elle m'a convaincue, je sais pas si elle le sait d'ailleurs, mais elle m'a convaincue par la bande en fait. Parce que Léna, quand elle m'a téléphoné, c'est pas Rémi qu'elle m'a proposé. Et j'ai dit oui à son projet tout de suite, parce que moi j'adore les spectacles tout public, j'adore les spectacles pour enfants. Donc voilà, moi j'aime bien jouer devant des enfants. Je trouve que c'est les spectateurs de demain. Donc faut essayer de leur faire des trucs bien, parce qu'après ils viendront plus jamais au théâtre si on leur fait des trucs moches. Et puis ensuite elle m'a rappelé un peu de temps après en me disant mais en fait vous allez me prendre je ne sais plus, vous allez me prendre pour une folle, mais en fait j'ai changé d'avis, j'ai vraiment très envie de travailler avec vous, j'aime beaucoup votre travail. Donc, en fait, je voudrais que vous soyez la figure centrale de mon spectacle. Je voudrais que vous jouiez Rémi. Et je pense que si elle avait commencé par là, j'aurais pas forcément dit oui facilement. Mais je me suis dit, cette meuf, elle est donc assez folle pour avoir une pensée à 180 degrés, à me demander d'abord d'être là, et puis en fait non, à me demander d'être là. Et je trouve que par les temps qui courent, les fous, il y en a plus tant que ça, donc ça c'est très précieux. Cultivons la folie et la poésie. Donc elle est folle, donc j'ai envie de la croire et de lui faire confiance. Donc si elle dit que c'est ça qu'elle veut, alors c'est que il faut que je lui fasse confiance et qu'elle a raison et que. Et puis un petit peu plus tard, je sais plus si c'est à moi ou elle m'avait dit un truc. Elle m'avait dit en fait,
on n'est pas assez anglais, on réfléchit pas assez comme les Anglais. Les Anglais, ils ont strictement rien à faire de savoir si on a l'âge du rôle, si on a le genre du rôle, si on a le sexe du rôle. On s'en fout. Ils trouvent juste que tel acteur, il serait super pour tel personnage, alors ils distribuent tel acteur pour tel personnage. Et peu importe que le personnage ait 8 ans et que l'acteur en ait 60. Enfin, tout ça n'a pas d'importance. Et parce que c'est pas de la composition. Et ça, c'était important aussi de se rendre compte de ça vite dans le travail, qu'elle me demandait pas du tout de singer, de composer un enfant. Je joue pas un enfant. D'abord, je joue pas un petit garçon, et ensuite, il a pas 8 ans. Donc, c'est ça. Rémi, c'est moi, voilà, et c'est une femme, et elle va en avoir 58. Donc, partant de là, c'est aussi cette chose magnifique qu'est notre artisanat, improbable, imparfait, pas propre, plein d'aspérité qu'est le théâtre, qui est qu'on installe des gens devant nous et on leur dit, est-ce que vous êtes d'accord pour croire avec nous pendant 1h30 avec très peu de choses? Parce que quand bien même on a des millions d'euros de décors, c'est quand même de l'artisanat pauvre, le théâtre. On n'est pas devant un ordinateur, on n'est pas avec les studios Pixar. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous croire et pour nous suivre? Donc alors, cette personne-là est un petit garçon de 8 ans, vous êtes OK pendant 1h30? On espère que les gens vont faire « Ouais, OK, voilà ». Et ça, je trouve ça précieux, ouais. Ouais, c'est une question que vraiment pour moi qui se posait pas à partir du moment où en fait moi je trouvais que Véronique avait l'énergie dont j'avais besoin pour cet enfant, et par ailleurs on s'est dit tiens, comme c'est une adaptation, on peut écrire pour les gens, et on a eu envie, on s'est dit c'est génial, en plus elle chante, moi je sentais je sentais un endroit où on avait quelque chose en commun sur le travail, sur la façon de voir le travail, sur l'énergie, même le fait qu'effectivement elle s'est intéressée au théâtre tout public, etc., etc. Bon, voilà. Et j'avais évidemment beaucoup vu jouer Véro, je savais qu'elle était une énergie comme ça aussi très précise, et de comédie, etc. Et je me suis dit, pour Rémi, il faut que j'ai ça. C'est-à-dire que évidemment, sinon les gens il faut qu'ils soient embarqués, quoi. Et en plus, de toute façon, au théâtre, on n'est pas ce qu'on joue. Enfin, je veux dire, quand on est Lady Macbeth, on n'est pas Lady Macbeth. Donc, je vois pas le problème d'être plus Lady Macbeth que Rémi, en vrai. Donc, et du coup, elle raconte l'histoire de ce gamin. Et Véro, elle a la capacité, évidemment que c'est une actrice suffisamment brillante pour avoir la capacité de raconter cette histoire. C'est plus ça, en fait. Et puis, voilà, c'est tout à fait, c'était un coup de, on peut dire, un coup de cœur en se disant, oui, c'est elle, en fait. C'est évidemment elle, ouais. En effet, vous vous retrouvez sur pas mal de choses. C'est vrai, cet intérêt que vous pouvez avoir pour cet univers-là, d'adapter à la fois Marcel Aimé, de se retrouver comme ça sur Enfance, sur la musique également, parce que la musique est très importante dans votre vie, Véronique, à la fois comme interprète. Vous avez même fait des disques, et puis sur la manière de faire rentrer la musique aussi sur le plateau de théâtre, très très tôt. Début des années 90, avec dès que j'ai pu, Paris Cabaret, très tôt, très tôt. Et vous aussi, c'est un théâtre qui convoque la musique. J'envisage pas de pas avoir de musique sur le plateau. Je trouve ça tellement beau quand un acteur chante. Alors en plus, Véronique, parce que des fois les acteurs ils chantent, c'est hyper touchant, mais Véronique non seulement elle chante, c'est touchant, mais en plus c'est beau. C'est les deux, c'est-à-dire elle a aussi la force et la technicité de cette chose-là. Je l'ai pas payé, je vous Non, c'est vrai. Non, et j'ai une anecdote géniale là-dessus, c'est que on cherchait, donc on avait décidé, on savait que c'était Véro, on cherchait des chansons pour elle, j'étais avec mes musiciens dans leur studio, et on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme chanson comme ça, qu'elle pourrait chanter, peut-être un truc qui revienne de numéro en numéro et tout. Et donc on regarde des choses de l'époque, qu'est-ce qui pourrait aller, ou des choses un peu qui se rapprochent, et puis on tombe sur la chanson de Boris Vian. Ils me disent, c'est eux qui proposent, je crois, tiens, la chanson de Boris Vian, etc. Et donc je me dis, ouais, c'est super, c'est une super idée. Et puis je regarde, c'est quelle chanson de Boris Vian? Et ben c'est donc le titre, c'est quoi? Mozart avec nous. Ouais, c'est ça. Sur la musique de Mozart. J'ai un trou, mais donc voilà, cette chanson de Boris Vian, donc et donc on était avec Alex, et on regarde l'historique un peu de la chanson, etc. Et puis il me dit, non, attends, tu vas pas me croire, regarde. Et il envoie un truc.
Je vois Véro en train de chanter. On l'a chanté pendant le cabaret Boris Vian, mise en scène par Serge Bagdasarian, et je chantais cette chanson-là. Exactement, magnifiquement bien. Et je dis, mais elle va jamais me croire que c'est un hasard total. Et du coup, voilà, et donc on lui a dit, bah voilà, en fait, on trouve que cette chanson est parfaite pour le numéro de Rémi. Et du coup, c'était drôle, puisqu'elle avait déjà chanté. Elle a fallu qu'elle désapprenne à la chanter. Oui, absolument. Cadeau. Ouais. Et un autre point commun, j'ai le sentiment aussi, c'est aussi le rôle de l'artiste dans la société. On sent que c'est quand même quelque chose qui est important, que l'artiste a quelque chose à dire, à faire, d'emmener les autres, d'éduquer les plus petits avec l'excellence dès le départ. Vous avez, pendant tous ces mois aussi de confinement, fait un peu votre vitaliste, d'une certaine façon. Vous êtes allé de ville en ville avec un spectacle. Je vous ai vu il y a pas longtemps dans la pièce chorale de Massini, 7 minutes. Il y a quand même aussi cette manière de s'ancrer les deux pieds dans le monde d'aujourd'hui et de dire quelque chose d'essentiel. Sans famille, aujourd'hui, ça a du sens aussi. Je crois aussi que on est sans doute assez semblable à cet endroit-là. Je crois que Léna, elle, comme moi, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup et à laquelle je tiens de plus en plus. Peut-être même, et ça c'est pas forcément, c'est peut-être un défaut, mais peut-être en réaction d'ailleurs. Aussi, Léna, je crois que c'est un artisan du spectacle vivant. Elle aime le spectacle vivant, elle aime les acteurs en scène avec un texte. Voilà. Et si elle aimait pas ça, si elle voulait faire du cinéma, elle ferait du cinéma et pas du théâtre. Voilà. Voilà, l'artisanat du spectacle vivant, le côté charpentier maçon du spectacle vivant, je crois que c'est une chose qui nous relie. Faire théâtre de tout bois, faire théâtre avec des bouts de ficelle, faire théâtre avec des toiles peintes, des toiles à beurre, 3 francs 6 sous, faire magie avec peu de choses. Ça c'est l'enfance aussi. Voilà. Complètement. Et je crois que pour le coup, oui, ça c'est un truc qu'on a en commun. Ouais, je crois. Ouais. C'est marrant parce que j'étais en train de me dire, j'avais le mot artisanat dans la tête et effectivement tu l'as dit, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de se dire on fabrique et moi j'adore quand les acteurs fabriquent, on fabrique ensemble et c'est vrai que c'est important, c'était aussi un hommage à ça, Sans famille, à l'artisanat du théâtre, c'est-à-dire il y a de la neige, alors là bon pour le coup c'est une machine à neige, mais ça aurait pu être ces espèces de guindes qu'on tire et la neige, voilà, j'avais envie que les choses se voient. En fait, on suit Véronique et Thierry Ancis, Véronique Vella et Thierry Ancis, et ils disent on a froid. C'est donc Vitalis. J'ai froid. Moi, je trouve ça génial. Moi, ça me fait frissonner, en fait, parce qu'ils jouent qu'ils ont froid. Le truc qui est génial, par exemple, c'est, voilà, il y a que des, non, mais je pense à ça parce que, en fait, vraiment, nous, on écrit, il y a des traces de sang, il y a des loups, il y a des traces de sang. Et c'est génial d'avoir 2 adultes, donc ultra, qui ont fait leurs preuves plus que leurs preuves, et qui arrivent et ils disent regarde, il y a des traces de sang. Voilà. Et moi j'y crois, il y a des traces de sang, j'y crois. Et ça pour moi c'est hyper important. Et pour les enfants, ce qu'on disait tout à l'heure, Véronique disait j'aime pour jouer pour les enfants. Moi je suis passionnée par ces représentations qui sont les seuls moments pour moi de vraiment spectacle vivant. C'est pas le seul, mais disons que là c'est vivant. C'est-à-dire un enfant il s'ennuie. On l'entend très vite dans la salle. Un enfant, il a peur, il fait et c'est très beau parce que ça n'a pas de filtre comme voilà, spectateur. C'est au présent. C'est vrai, bien sûr. Et c'est au présent. Et je sais d'avance que quand ils vont faire quand ils disent regarde des traces de sang, et je sais que les enfants ils vont avoir le cœur qui bat. Voilà. Et pour moi, c'est ça le théâtre. C'est-à-dire que c'est juste 2 acteurs qui croient à mort et qui décident il y a des traces de sang, et nous on voit des traces de sang alors qu'il y a rien. Et nous, on va voyager aussi alors que c'est pas très grand comme plateau. Parce que ça fait partie aussi du défi, c'est que c'est quand même un roman initiatique, je le disais, d'aventure, où on n'arrête pas de marcher. Tout le temps, ils marchent, ils vont jusqu'en Angleterre, ils n'arrêtent pas de marcher. Mais on n'arrête pas de marcher sur le plateau. Non, c'est vrai, on n'arrête pas de marcher. Mais en fait, c'est ça qui est...
c'est ça qui est, j'espère, enfin en tout cas moi de l'intérieur c'est comme ça que je le ressens, c'est ça qui est agréable et chouette aussi dans ce spectacle, c'est que il pourrait avoir les besoins les dimensions techniques d'un grand plateau comme Richelieu et les moyens d'un grand plateau comme Richelieu. Mais il est au Vieux-Colombier, il est dans notre moyenne salle, donc avec une économie plus ramassée, plus petite. Et donc, du coup, évidemment, il y a des coutures qui sont visibles. Et je trouve ça beau qu'elles soient visibles. Voilà, c'est exactement ce que dit le côté artisanat. Il est évidemment pas question qu'il y ait 5 machinistes en 2 secondes en coulisses qui inventent des vraies traces de sang dans la neige, qui fassent un effet de réel ou je ne sais quoi. Non, évidemment il y a des coutures partout. Et ce qui fait théâtre, je trouve, et ce qui fait poésie, c'est de jouer aussi la couture, c'est de montrer la couture. Comme un petit secret qu'on livrerait pour dire, voyez, c'est quand même là au final, vous voyez le petit fil, et voilà, il se voit, mais il participe aussi à ce que vous trouviez l'ensemble joli, voilà, et que peut-être s'il était caché avec un surpiquage, un truc super clean et tout ça, vous trouveriez ça beau, oui, mais peut-être il vous manquerait un petit morceau de la poésie. Enfin, je sais pas si j'essaie de bien me faire comprendre, mais non, c'est exactement ça. Même à l'idée de base, là, du coup, c'est un tout petit peu différent maintenant, mais l'idée de base, c'était carrément de faire les changements totalement à vue, que tout se fasse vraiment, ce qui se passe d'ailleurs à plusieurs moments, Mais voilà, à un moment, il tourne un petit monticule et ça devient Londres. Il soulève des cheminées, on est à Londres, voilà. Et c'est cette chose-là, je suis d'accord, qui est de voir la magie du théâtre. Moi, j'adore le théâtre. Vraiment, ça, c'est vrai, ce que dit Véro, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Par exemple, il y a des gens qui font ça très bien, mais moi, je pourrais pas mettre de la vidéo dans mes spectacles parce que parce que pour moi, ce qui me fait rêver, c'est que ça se passe devant, quoi, que c'est pas des trucs enregistrés ou je sais pas, ou aplati, je sais pas comment dire, c'est la 3D, quoi. Je trouve ça vraiment, moi ça qui fait, je trouve, de l'émotion, quoi. Donc voilà. C'était Debauche, je sais pas si je t'ai déjà dit ça, c'était Debauche qui disait, je vais essayer de le dire dans le bon ordre, d'abord muet, puis parlant, d'abord noir et blanc, puis couleur, bientôt en 3D, bientôt avec l'odorama. Un jour, le cinéma arrivera à faire aussi bien que le théâtre. C'est bien. Et j'adore ça. J'ai toujours adoré cette formule. Je trouve que c'est vraiment la formule d'un homme de théâtre qui a trouvé moyen de faire Camembert, fermez votre bouche. Voilà. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du pop-up. Un petit Par peu, exemple, ouais. ça c'est théâtre. Je veux dire, c'est le théâtre dans le livre en fait, le pop-up. On voit la chose qui s'extrude de manière plus ou moins à droite, rapide. C'est très juste. Et c'est un souvenir d'enfance, d'ailleurs, enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis vraiment la génération des livres, que c'était animé, plus beau qui manque, là, les grands. Et j'étais complètement fascinée. Non, c'est vrai. C'était aussi ce dont on a parlé avec ma scénographe, Emmanuel Roy, complètement. C'est deux mots qui étaient là, Vous avez parlé du rire en disant au tout début combien c'était important aussi de faire qu'il y ait ce nerf là, ce nerf du burlesque, etc. Mais j'imagine que il y a aussi les moments d'effroi, de solitude, de peur, de profonde injustice qui font partie intégrante de cet ouvrage, avec ce côté du rire et des larmes. J'imagine que voilà, on est dans le contraste permanent. Oui. D'abord parce que Léna, elle a construit son spectacle comme ça. Parce que l'histoire, elle est comme ça. Parce qu'il fait le bouchon, Rémi. Comme on dit d'un petit bouchon de liège sur la mer, quoi.
ça ne coule jamais, ça ne se noie jamais, et pourtant ça boit la tasse tout le temps, mais c'est du liège. Donc voilà, avec la capacité de résilience des enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit bien ces grands chagrins inextinguibles qui sont passés au bout de 3 secondes, parce que tout d'un coup l'esprit est parti ailleurs. Et puis ensuite évidemment de l'instant où il n'y a pas composition, de l'instant où Léna elle a choisi ses acteurs parce que c'était ces acteurs-là qu'elle voulait, c'est sûr qu'on a forcément mis à l'intérieur de nos personnages qui on est nous, et qu'il y a des endroits apparemment très éloignés et qui finalement se rejoignent, où je me reconnais dans ce petit garçon, je reconnais en moi des choses de l'oxymore de ce petit garçon, de sa capacité à être, c'est même écrit sur mon bras, à être inconsolable et gai, parce que l'un n'empêche pas l'autre, à avoir à la fois de très très grands chagrins et une très grande capacité à la résilience. Moi je dis toujours de moi quand il m'arrive de me livrer un peu, rarement, c'est pour ça, s'il faut prendre le créneau, que je suis une femme qui marche quoi qu'il arrive, et je trouve que Rémi quoi qu'il en soit, c'est un petit garçon qui avance, quoi, un petit garçon qui marche, et il y va, et Dieu sait que marcher quand on a des petites jambes à côté d'adultes qui en ont tous des très grandes, ça fait faire beaucoup de pas, quoi. Et c'est des choses du personnage dans lequel je me reconnais assez facilement, ouais, du haut de mon mètre 40, mon mètre 2 les bras levés. Ouais. Et puis ce nez creux aussi pour les bonnes rencontres. Parce que il a quand même le sens aussi, Rémi. C'est vrai. Des bonnes personnes. Il fait bien le distinguo. Il est repéré par des gens bons. Et lui, il en repère aussi. Alors évidemment, il y a un passage en Angleterre, un peu plus à la Dickens, qui est différent. Évidemment, qui fait des mauvaises rencontres, mais il en fait pas mal de bonnes. Je trouve que dans le roman, on est porté par ça aussi. C'est vrai, absolument. Ouais, c'est vrai. Absolument. C'était une autre chose, mais ça c'est plus à l'âge adulte. Je pense que pour moi c'était important de livrer ce message-là. Je trouve que c'est un beau message, qu'en réalité, qu'on ait de la chance ou pas au moment où on est, qu'on ait des grands drames, il y a toujours possibilité d'avoir quelqu'un qu'on rencontre et qui vous aide à vous relever. Ce qu'elle dit très bien à la fin, c'est très beau. Elle dit vous m'avez appris à me relever. Vous m'avez appris, voilà, même quand j'ai chuté, je suis tombée, vous m'avez appris à me relever. Elle parle de Vitalis, enfin il parle de Vitalis, donc Rémi, et je trouve que c'est un livre où il y a beaucoup de belles rencontres comme ça. Mère Barberin, oui. C'était aussi quelque chose que j'avais envie de raconter pour des raisons qui m'appartiennent et tout, mais que les liens du sang sont pas forcément les liens les plus importants, qu'en fait en réalité les liens de la vie, les gens qu'on choisit, qu'on rencontre, peuvent nous aider aussi bien à grandir. Et même Capi, j'ai envie de dire, le chien l'aide à passer la première nuit, ce qui est dehors, sans sa mère. Voilà, c'est des rencontres fortes. Et j'avais envie que les gamins se disent, c'est très positif comme vision de la vie. C'est-à-dire que quel que soit ce qui t'arrive, en fait, et si tu regardes bien, comme vous dites, si tu sais bien regarder, il y a des gens qui vont pouvoir t'épauler, t'aider à grandir et à avancer. Et je trouve que c'est un roman extrêmement positif en ce sens, même si il y a des choses très dures. Je trouve que ça donne envie de vivre. Je trouve que ça donne envie d'être joyeux. C'est vrai, absolument. Ouais, un truc comme ça. Je me demandais dans quelle mesure l'univers de Charlie Chaplin avait été une inspiration ou pas. Ah bah c'était clairement une inspiration très forte, puisque sur cette idée de qui a réussi dans des gens qu'on connaît, qui ont marqué notre époque, enfin l'époque d'avant, à faire des films aussi forts sur le plan de l'émotion,
que sur le plan de la comédie. Moi, je regarde un Chaplin, en une seconde, j'ai vraiment les larmes aux yeux, et la seconde d'après, c'est comme ça. La seconde d'après, il met un espèce de truc improbable où le flic se prend le mur, ou je sais pas, un truc, et c'est vraiment d'une seconde à l'autre, tu te dis, mais comment il fait ça? Et je me suis dit, alors, voilà, il faut s'en inspirer en tout cas dans l'idée du contraste, quoi. Et de se dire, et du rythme. Et du rythme. Et c'est là que la musique entre en jeu, quand même. La musique entre en jeu, le fait de... la musique d'un texte et la musique. De travailler avec des acteurs qui ont une notion extrêmement, comme des grands pianistes du rythme, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi en tout cas, et voilà, j'ai la chance de travailler avec les acteurs du Français et d'autres aussi qui ont rejoint la troupe pour ce spectacle, et qui ont effectivement cette faculté de comprendre ce que c'est que le rythme. Oui, mais pour le coup, Léna, c'est un chef d'orchestre. Elle travaille comme un chef d'orchestre. La valeur d'une noire, c'est la valeur d'une noire. C'est pas la valeur d'une noire plus un demi-soupir. On peut pas. C'est agaçant. On peut pas tricher du tout avec ça. Et d'ailleurs, je la rencontrerai à l'usage de la représentation, parce que là, hélas, ce spectacle, on devait le jouer il y a 1 an. Bah oui. On ne fait que répéter. Léna Bréban-Aymon répète toujours, mais jamais je joue son rôle. Elle m'a dit, j'en peux plus de jouer que pour toi. J'en peux plus, je joue. Non, ça va commencer le 11 décembre. Voilà. Mais je pense, et c'est aussi sans doute un endroit où on se ressemble, ou en tout cas un endroit où on sait ressembler. Moi, j'ai quelques années de plus qu'elle, alors ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai éprouvé, moi, en tout cas, le besoin de travailler. Je pense que c'est un metteur en scène qui doit, dans les premières représentations, éprouver parfois une forme de frustration ou de souffrance à voir son spectacle respirer, parce qu'un spectacle c'est un organisme vivant, hein. Ça respire. C'est pas, on n'appuie pas sur une vidéo puis voilà. Vous dites par rapport à ce fait que Léna, une noire est une noire, et peut-être qu'elle verra une noire pointée. Exactement. Et parfois elle verra une noire pointée. C'est normal. Ça sera pas grave. Mais non, mais ça serait même ça. C'est normal. Parfois elle verra une noire pointée. Oui, je pense. C'est vrai. Je pense. Et à la fois, je pense qu'on a tous raison. C'est-à-dire que elle a raison d'être extrêmement précise dans le spectacle qu'elle a bâti avec Alexandre, c'est sûr. Et à la fois, ce qui est précisément beau au théâtre, c'est d'être dans le plus possible au présent dans de la l'incarnation représentation et au présent de chaque représentation. Et au présent de chaque représentation, il y a forcément des choses qui changent, des regards qui changent, c'est ça qui est magnifique d'ailleurs. Et du coup des rendez-vous qui changent, et c'est ça qui est beau. Enfin, bien sûr. Non mais après c'est intéressant d'ailleurs. Là on a un moment du processus qui est vachement intéressant, parce qu'effectivement moi j'entends, enfin en plus là c'est compliqué parce qu'on l'a coécrit avec Alex, donc on entend le rythme dans nos têtes. D'ailleurs, juste pour dire, la première fois qu'on entend ce qu'on a écrit lu par les acteurs de la Comédie Française, c'est quand même un vrai truc. Non mais sur ce truc de ce dont tu parles, c'est-à-dire de déplacement, d'incarnation, tout d'un coup les mots qu'on a réfléchis dans nos têtes ou qu'on a lus nous bêtement comme ça, hein, d'un coup il y a une espèce de et du coup voilà, ça va faire de nouveau la même chose quand là évidemment là moi je suis dans le moment où je serre et eux ils font genre stop, ça suffit, fous-nous la paix. Et puis on a besoin, en fait en vrai on a besoin du public, là ils font les mêmes trucs drôles devant moi. Non, et puis il y a une forme de, on a le droit de le dire et c'est pas grave, et on touche du bois à pleine main et on va jouer le samedi et tout ça, mais on a tous vécu collectivement quand même une forme de traumatisme. On a répété l'année dernière en sentant au fur et à mesure des répétitions, on lisait les journaux, on se disait oh là là, les gens disparaissent, troisième vague
conseil de défense sanitaire. Oh là là, tout fou. Tu te rappelles les gens qui partaient qu'à contact, qui revenaient, voilà, qui disparaissaient, très très bizarre quand même. Et là, on se retrouve le 15 novembre dans la joie et la bonne humeur. Vers le 20 novembre, on en cinquième vague, plan blanc à l'hôpital, machin, remettez les masques, refaites des tests, qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est Bill Murray dans Un jour sans fin, c'est la fête de la marmotte, quoi. On va jamais y arriver, c'est pas vrai. Mais on va marcher avec Rémi. Voilà. Il marche, il y arrive. Voilà. C'est vrai, il marche. Non, et puis c'est vrai que le spectacle est vraiment, il y a des grands moments de comédie, et c'est vrai que d'avoir toujours la même nana qui regarde et qui rigole, mais que bon, évidemment, voilà, ils ont envie qu'il y ait des gens, quoi, on a envie. Et alors des enfants, justement, si on parle à ceux qui nous regardent, des enfants, à partir de quel âge? Un enfant de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans? Moi, je dirais 8 ans pour bien saisir aussi les enjeux, tout ça. En fait, ça dépend si c'est un enfant qui est habitué à aller au théâtre, c'est toujours pareil. Si voilà, 6 ans, ça marche. Moi, je pense que 8 ans, c'est bien. En racontant l'histoire, 6 ans, c'est bien. Je crois, enfin, oui. Parce que ça dépend, on connaît aussi nos gamins, on connaît la maturité de nos gamins. Est-ce qu'ils ont l'habitude de lire? Est-ce qu'ils ont l'habitude qu'on leur raconte des histoires ou pas? Moi, je me souviens quand mon fils était tout petit, il était venu voir, il avait dit je veux venir voir une représentation du Loup de Marcel Aimé, et là il était vraiment tout bébé, quoi. Mais il était très sûr de lui, il voulait voir cette représentation, et à côté je suis un homme, quoi, je vais au théâtre. Et puis la bande son, c'était une musique de Vincent Leterme, et puis très vite des hurlements de loup. Et dans la salle, on a juste entendu « Je veux pas acheter, je veux sortir ». Donc, il a même pas vu la levée du rideau. Et puis, on a repris le spectacle, genre 3 ans plus tard. Et pour le coup, Florence Viala n'était pas libre pour reprendre le rôle de Delphine. Et j'avais repris le rôle de Delphine pour l'occasion. Et là, il avait vu le spectacle avant. Ensuite, il l'avait vu avec Florence. Et puis, il avait dit, je veux le revoir avec toi. Et pour le coup, il avait accepté de le voir jusqu'à ce que je sois mangée et que je me retrouve dans le ventre du loup. Là, il avait demandé à sortir. Il avait dit, je veux pas la voir mourir dans le ventre du loup. Il avait tenu jusque-là. Florence Viala, il voulait bien la voir mourir dans le ventre du loup, mais moi, non, c'était pas possible. Mais c'est rigolo d'ailleurs parce que on a ça aussi, ça fait partie des choses qui nous relient. On a toutes les deux un enfant qui ont pas beaucoup de différence. Mon fils, il est plus grand que le sien et cette année, il est venu voir Fanny et Alexandre. Voilà. Et puis en sortant, voilà, il faut quand même s'enquérir de comment il a traversé cette représentation, et en particulier la deuxième partie, chez les Vergerus, à l'évêché. Et il me dit, oh, ça va très bien, enfin, tu vois, j'ai vu tout Game of Thrones, donc ça va, enfin, c'est bon. Puis, enfin, voilà, je suis fils d'acteur, je sais quand même faire la différence entre le théâtre et pas le théâtre. Et puis, il y a un temps de silence dans la voiture, puis il me dit... par contre, je pense que je vais revenir voir, parce que j'avais vu un filage de Sans Famille. Je crois que je vais revenir voir Sans Famille, parce que je pense que ça va me faire la paix avec Thierry Ancis. Je pense que ça va me faire du bien de le revoir dans Vitalis. J'ai dit d'accord, donc tu sais très bien faire la différence entre le théâtre et la vraie vie, mais quand même. Du haut de tes 14 ans, tu seras quand même content de voir Thierry dans Vitalis. Ouais, J'imagine que c'est une émotion particulière, ce texte qui vous est tellement proche. On sent qu'il y a des tas de résonances à divers endroits. C'est particulier dans votre parcours d'avoir atteint en fait ce moment-là, j'imagine. Ouais, en tout cas, c'est la chose sur le fait, les liens du sang et les liens de la vie, c'est quelque chose de très important que j'avais très envie de raconter. Le fait de faire, moi, j'ai toujours adoré. Et ça nous relie aussi d'ailleurs à cet endroit-là philosophiquement. Mais voilà. mais en fait, c'est marrant. Des fois, on se rend compte, c'est bizarre quand même. Des fois, on se retrouve. Il y a des choses comme ça, des résonances. Des acteurs avec leur rôle, des metteurs en scène avec certains acteurs où on se rend compte, tiens, c'est drôle. Pourquoi on choisit quelqu'un ou pourquoi, voilà, c'est quand même assez intéressant. Mais oui, moi j'ai toujours eu envie de faire aussi une grande forme.
j'étais fascinée par Les Misérables, mais Bellorini l'a fait tellement bien. Moi, j'ai adoré son spectacle, donc voilà, il y a un moment bon. Et je trouve qu'il y a de ça dans Sans famille. Il y a ces figures, il y a Mathia. Oui, on n'a pas parlé de Mathia, bien sûr, de l'amitié magnifique entre Rémi et Mathia. Et le violon. Voilà, sur la musique. Sur la musique, ça parle d'amitié, ça parle d'amour entre un garçon et sa maman, ça parle de filiation, ça parle d'enseignement sur la vie, de philosophie, tout ça. Et puis voilà, et je trouve que ça traverse des choses très belles, et c'était, voilà, oui, effectivement, j'avais envie de faire un spectacle classique mais burlesque, enfin, voilà, et du coup, j'ai cette opportunité et cette chance de le faire avec la troupe, ouais. Eh bien, on y est, on arrive, ça va être samedi. Ça y est, c'est maintenant. Ça y est, moi, je ne dis plus rien, mesdames. Je ne dis plus rien. J'ai dit, venez. Testons-nous, masquons-nous et on va y aller. Exactement. Exactement. Au Théâtre du Vieux-Colombier jusqu'au 9 janvier. C'est écrit juste en face de nous, à partir donc du 11. Je vais vous remercier, mais vous dire surtout, ne raccrochez pas, si je puis dire, chers téléspectateurs, parce qu'on a un petit cadeau en bonus. On a la bande-annonce du spectacle qui arrive dans une minute. On a des bandes-annonces. C'est dingue. Ouais, parce que c'est moderne. Mais vous voyez, hein, c'est finalement la MGM à côté, c'est rien du tout. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci. À vous. Merci. N'oubliez pas de vous rendre évidemment sur le site de la Comédie Française parce que vous aurez toutes les informations, les dates, les places, etc. Merci beaucoup aussi évidemment à ceux qui ont officié ce soir pour que tout ça soit possible. Arthur Lenoir et Rebecca Douani, merci beaucoup pour la réalisation de ce numéro de Quelle Comédie. Lundi prochain, comme d'habitude, rendez-vous 19h ici en direct depuis le secrétariat général de la Comédie Française et vous serez en compagnie de Béline Dola. Bande annonce. Je m'appelle Rémi. Et c'est la première fois que je fais une si longue marche d'une traite. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Demain, je le conduirai aux enfants trouvés. Non! Non! Reste ce que tu veux. Attends ici. Douce mélodie qui fit 100 fois le tour du monde et que Mozart a négligé la planauté de quelques tcha-tcha. Sur ton rythme gai, danser les bleus, danser les blondes, en oubliant le temps bien proche où pianotait vos petits doigts. Maître Vitalis m'a raconté qu'à la guerre, on faisait jouer de la musique. La 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 la. Voilà. Que ça n'a plus fort du tout. Mesdames et messieurs, approchez. Et calquillez vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et préparez vos mains à applaudir. Maintenant, la neige peut tomber, mon garçon. Stop it. Comment toi t'appelles? Rémi. Rémi. Quand t'es très malade, on te laisse mourir ou on te soigne. Si au contraire, on te soigne, on t'envoie à l'hôpital. Et je serais tellement content d'y retourner. Votre chien est entré dans l'hôpital. Non, monsieur, madame, l'infirmière, on l'a pas vu. Près du feu malade.